et bienvenue dans cette émission. Pas de lundi soir, ce soir c'est mercredi, mais c'est émission spéciale, vous le voyez. C'est un trio avec un habitué, Monsieur Sapiens, qui est avec nous ce soir, et un initié à cette pratique de l'émission, un nouvel intervenant, Jean-Marie Stéphanopoli, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous ce soir. Je vois que vous êtes déjà très très nombreux dans le chat, ça fait vraiment vraiment plaisir. Comme d'habitude, je commence toujours par la même question. Sapiens, est-ce que tu vas bien? Bah oui, je vais plutôt bien, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour débriefer d'une victoire incroyable et d'un maintien inespéré, un scénario de fou, et encore plus heureux d'avoir l'un des architectes de ce maintien qui est avec nous ce soir pour en parler. Donc vraiment très heureux. Et Jean-Marie, oui, je te remercie encore plus particulièrement d'avoir accepté l'invitation. Tu m'avais dit que un jour tu viendrais dans l'émission et tu l'as fait. Donc merci d'avoir tenu parole et merci d'être avec nous. Ouais, merci beaucoup d'avoir tenu parole. C'est vrai que M. Sapiens m'en parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et d'avoir tenu, bah, c'est très très positif. Enfin, ça me fait vraiment plaisir et ça fait plaisir à beaucoup de gens dans le chat. Il y a plus de 100 personnes actuellement. Je pense qu'on dépasse les standards. Enfin, les standards, c'est sûr, mais les records, sûrement. Monsieur Stéphanopoli, comment vous allez ce soir? Merci encore d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je vais très bien, forcément. La question, je vais très très bien après une saison finalement aboutie sur la mission qu'on s'était donnée, puisque à partir d'un certain moment, ben, on a compris que on jouerait le maintien, donc on s'y est préparé et on a préparé l'équipe pour ça. On savait que ça serait jusqu'au bout du bout, et donc la mission a été accomplie, donc forcément du bonheur. Et puis de la part de tout le monde, de tout le staff, de tout le club et de tous les joueurs. Donc c'est un bonheur partagé. Il est pas du tout individuel, il est vraiment partagé avec l'ensemble du club. Donc très fier d'avoir réussi cette mission et d'avoir fait plaisir à beaucoup de monde. On a vu énormément de monde au stade, énormément de monde à l'aéroport à 3 heures du matin, venir nous accueillir. C'était vraiment exceptionnel, et c'est des moments qui sont beaux à vivre. Voilà, très beaux à vivre. Et puis pour l'invitation, oui, j'avais promis, parce que ça me tenait à cœur de venir aussi dans votre émission, mais je voulais pas venir dans un moment en plein duel et en pleine fin de saison. Donc j'avais dit, lorsque les résultats seront positifs, je viendrai avec grand plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et oui, vous avez procuré beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vous félicitent aussi bien, qui vous remercient aussi bien pour votre présence ce soir que pour votre saison qui se termine de manière assez extraordinaire. Il y en a qui rappellent les belles époques à Amiens en tant que joueur ou adjoint dans le chat. On y reviendra. On va reparler surtout de cette saison. C'est moi, D'abord, ça. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la saison? Vous l'avez dit, objectif atteint globalement avec ce maintien obtenu à la dernière journée. Elle a été longue, elle a été éprouvante pour nous de l'extérieur, alors j'imagine pas pour vous de l'intérieur. Si vous deviez faire un petit récap bref de cette saison, euh, comment vous la synthétiserez? Je la synthétiserai, comme vous avez évoqué le mot, exactement celui-ci, éprouvante. Éprouvante parce qu'en fait, on ne pensait pas démarrer la saison en ayant autant de difficultés et autant de complexité à la finir, puisqu'en fait, on était sur une lancée d'une très bonne saison l'année dernière. Il ne faut pas l'oublier, on avait fini 11e voilà, avec un effectif qu'on avait modelé depuis 2-3 ans. Et on pensait être sur cette lancée-là, avec un système qui nous convenait bien, un 5-4-1 qui nous convenait bien, avec une équipe qui était très dense et puis qui était très forte à la récupération et dans les transitions. Donc on pensait être sur cette continuité-là, à la fois sur le système et à la fois sur la dynamique de la saison d'avant. Et puis malheureusement, à un moment donné, on s'aperçoit que ben, ça ne va pas se passer comme ça. Donc pour diverses raisons, hein, bien sûr, qui sont nombreuses. Mais on s'aperçoit que ça n'allait pas se passer comme ça. Donc on s'est mis finalement à partir d'un certain moment, en mode mission maintien. Et c'est ce qu'on a fait passer comme message aux joueurs, puisqu'il y avait des objectifs au début de saison qui semblaient ne pas pouvoir être réalisables. Donc on a tout simplement changé d'objectif et se dire, voilà, maintenant on va lutter pour le maintien et on va lutter fortement. Et donc je la résumerai éprouvante, mais au final magnifique, puisqu'on s'aperçoit que le final est fabuleux. Et c'est toujours ça, que le final soit beau, quelle que soit la saison. On oublie pratiquement tout, hein. Les 3 derniers matchs nous ont pratiquement fait tout oublier. Mais bien sûr, il y a eu des étapes, il y a eu des passages. euh, mais ce que je retiens, c'est qu'on n'a jamais lâché. Et que ça soit dans les matchs,
surtout dans les matchs, hein, quels qu'ils soient, à part, je pense, le match contre Strasbourg, qui a été vraiment, Au match on est aller. passé vraiment, vraiment au travers du travers. Je pense pas que, et peut-être le match de Rennes à domicile, voilà, il y a peut-être deux matchs, trois matchs, peut-être que les supporters me rappelleront certains matchs, mais je pense qu'il y a que deux, trois matchs où on a vraiment vraiment passé au travers. Autrement, on est toujours passé, on a peut-être perdu toujours à la limite, sur la dernière minute, sur des faits de jeu, etc. Donc on savait qu'on avait le potentiel. Et puis ça s'avérait que ce potentiel-là s'est révélé sur la fin. Et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le club et tant mieux pour nous. Ouais, évidemment, tant mieux pour tout le monde. Sapiens, je voulais juste faire une toute petite Vas-y, parenthèse. Vous vas-y. voyez sur la droite de l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions à Jean-Marie Stéphanopoli qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est le moment. Évidemment, les questions adaptées au lieu et à l'endroit. Mais n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on lui transmettra vos questions. J'avais juste. Vas-y, Sapiens. Vas-y, Sapiens. Non, je voulais juste ajouter que bah, en tant que supporter, on avait eu l'impression de vivre presque une nouvelle montée en Ligue 1 en fait. Tellement on a souffert cette saison et on pensait revivre les barrages ou voir descendre directement que enfin, la joie a vraiment été incroyable. Enfin, ce qu'on a vécu était complètement fou. Et j'avais une petite question juste sur le changement, on va dire, pas de mentalité, mais peut-être de méthode au cours de la saison sur, on va dire, les 10 dernières journées. J'ai eu la sensation, enfin, que sur le banc, en tout cas, Christophe Pélissier était beaucoup plus animé, beaucoup plus virulent qu'en début de saison. Alors, est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que ça a été dans la méthodologie, dans l'approche? Euh, Pas de l'agressivité, mais disons que c'est la première fois que je voyais Christophe Pélissier, on va dire, aussi dynamique et virulent sur le banc. Non, je pense que c'est les émotions tout simplement qui se sont révélées un peu plus fortes dans cette fin de saison, puisqu'on est dans le money time. Forcément, dans le money time, dans les derniers matchs, il y a des émotions qui sont plus grandes. Mais je pense que le coach est quelqu'un de très calme. Moi, j'ai pas forcément remarqué qu'il était plus, à part les cartons qu'il a pris, mais bon, il en voulait un petit peu à l'arbitrage, mais parce qu'il y avait des décisions qui étaient pas forcément à notre faveur. On avait l'impression, le sentiment que c'était pas en notre faveur, mais je pense pas que il soit excité. C'est pas dans son tempérament. Et donc, non, non, je pense que c'est les émotions de la dernière ligne droite qui fait que, et puis c'était pas du tout une forme de pression. Je pense que les joueurs n'ont pas du ressenti une pression par rapport au comportement du coach ou du staff, on était assez posés, on avait l'expérience de beaucoup de maintien et de beaucoup de maintien la dernière journée. On a cette expérience-là. Donc non, on a fait passer beaucoup de sérénité, beaucoup de calme plutôt, je trouvais. Je l'ai pas trouvé plus excité que ça, Bah, en plus fait, excité que enfin, d'habitude. c'était pas excité négativement, hein, c'était que j'avais l'impression que la rage qu'il avait en lui était transmise sur le terrain. Enfin, c'était ce que j'avais comme sensation, mais en tant que supporter, hein. C'était pas l'aspect négatif excité, hein. Peut-être, mais pour être au quotidien et dans le vestiaire, dans ces matchs-là, il y a pas du tout d'énervement, il y a pas du tout Ok. de changement de comportement, ni dans son discours, ni dans son attitude, et c'est ce qui permet d'être toujours régulier là-dessus. Alors bien sûr, il y a des mots plus forts que d'autres pour faire réagir les joueurs. On est là aussi, le staff, pour les faire réagir avant un match, à la mi-temps et après les matchs, avoir un discours qui est simple et juste. Mais non, très sincèrement, j'ai pas senti d'excitation et quelle qu'elle soit, même de supplément de rage ou de supplément. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est très linéaire dans ses attitudes et c'est ça aussi qui fait sa force. Moi, j'avais une petite question pour rebondir sur vos premiers propos. Vous avez parlé d'un changement de mentalité ou en tout cas d'objectif au cours Ouais. de la saison. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des objectifs que vous étiez fixés en collaboration avec la hiérarchie du club cet été et à quel moment vous avez basculé finalement dans cette mission commando maintien dont vous avez parlé? Non, forcément, c'était un objectif surtout dans la continuité, comme j'ai évoqué, dans la continuité de la saison d'avant, où on avait fini 11e. Donc forcément, ça donne des espérances, une volonté d'aller plus loin, une volonté d'aller plus haut. Forcément, plus en plus, on gagne le premier match contre Lorient, même si c'était pas un grand match, mais on a été très efficace. Donc ça a donné une dynamique assez positive par rapport à ce qu'on avait fait. Et donc forcément, l'objectif du club, eh ben, je pense qu'il avait été évoqué par les dirigeants aussi. D'essayer de faire aussi bien que l'année d'avant, voire mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, savoir aussi ce qui s'est passé à l'intersaison aussi avec un grand changement de joueurs en nombre, qui fait que ben on l'avait peut-être pas mis dans l'équation.
Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient besoin d'adaptation au club, à notre système de jeu, à notre façon de s'entraîner, à notre discours. Donc, on s'est aperçu que ça allait prendre du temps, plus de temps qu'on ne pensait. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on a eu un trou assez important au début qui nous a fait dire qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez, je crois qu'on a été dernier, je crois, une ou deux fois, non j'ai pas, mais je crois qu'on a été dernier. Donc, quand vous êtes dernier, à un moment donné, on a pas se dire, on a failli gagner, on a perdu que d'un but, on a perdu à cause d'une faute d'arbitrage. On peut pas toujours se tourner derrière ça. On n'avait peut-être pas à ce moment-là la qualité pour aller chercher plus haut. Et je pense qu'on s'en est aperçu et on a revu nos objectifs et on s'est dit, voilà, ça va être une opération maintien parce que je pense qu'il valait mieux le faire comme ça en disant maintenant c'est une opération maintien, on est dernier, il va falloir sortir de cette zone-là que de vivre ce que vit Nice aujourd'hui. Voilà, une équipe qui devait jouer l'Europe, qui va jouer la relégation. Donc je préfère le vivre dans ce sens-là en disant voilà, on avait des objectifs plus hauts, mais maintenant on est là et on va s'en sortir tous ensemble que d'avoir été très haut comme a pu faire Le Havre à un moment donné, comme a pu faire Nice à un moment donné. Ils pensaient s'en sortir facilement. Puis finalement, on s'aperçoit qu'à la dernière journée, ces deux clubs-là sont avec nous et ils n'étaient pas prêts à ça. Alors que nous, je pense qu'on était prêts parce qu'on a changé d'objectif en cours de saison. Changé, pas forcément de discours, hein, simplement d'objectif. Donc quand on change d'objectif, cet objectif-là, on le dit au quotidien. Voilà, l'objectif c'est ça, l'objectif c'est ça, l'objectif c'est ça. Et je pense que ça a aussi impacté les joueurs. Ils ont peut-être mis un peu de temps à comprendre ce qui allait se passer, mais ils l'ont compris et ça a été vraiment un beau changement de comportement de leur part parce que c'est jamais évident de vouloir jouer plus haut et finalement de jouer un maintien. Ouais, je suis complètement d'accord. Je vois toutes vos questions dans le chat, hein. On va faire en sorte d'en prendre un maximum possible. Ça défile très très vite. On va vraiment faire en sorte de les poser. Justement, vous parlez de ce changement d'objectif. Ce changement d'objectif aussi à inculquer dans la tête des joueurs, à inculquer dans les séances d'entraînement, dans le groupe, etc. Est-ce que vous avez vu au cours de la saison certains joueurs se transformer mentalement, prendre de plus en plus de place sur le terrain? Moi, enfin nous en tout cas, dans les débriefs, on a cité plusieurs joueurs qui au fil de la saison se sont remis dedans peut-être. Pareil. Enfin, je pense là tout de suite au capitaine Elisha Oussou qui a vécu une blessure en fin d'année 25, qui est revenu et qui a vraiment fait un sprint final, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous en tout cas de l'extérieur, assez extraordinaire. Est-ce que vous avez vu aussi certains joueurs changer de statut, changer de facette dans le vestiaire? Changer de facette, je sais pas, c'est quand même des leaders à la base en fait. Un garçon comme Elisha, c'est un leader naturel. Il a ça en lui. Après, voilà, c'était une question de confiance, plus que il y en a qui ont pris le leadership. Hein, je pense à Sinali, je pense à Kevin Danois qui a passé des paliers, je pense à Lassine Sinayoko qui a pris beaucoup la parole dans le vestiaire, qui s'est beaucoup investi pour le groupe. Elisha, bon, je pourrais tous les citer, mais je pense qu'en fait, c'est des guerriers dans l'âme et c'était juste un manque de confiance par rapport aux résultats. Vous savez, quand vous ne marquez pas pour les attaquants, quand vous avez des résultats négatifs, que vous prenez des buts pour les défenseurs, que vous avez des résultats négatifs, c'est tout un engrenage qui se met en route au niveau mental qui n'est pas facile. Et je crois que c'est le plus beau révélateur, c'est eux qui ont fait le boulot. Hein. Nous, on les a simplement accompagnés. Nous, le coach et le staff, on est là pour les accompagner. C'est à eux de prendre en main leur saison, leur vestiaire et leur niveau. Nous, on les accompagne au mieux pour qu'ils soient performants. Mais c'est des garçons qui ont compris. Et le collectif n'a jamais, individuellement, je pense qu'ils ont changé par rapport à un collectif. Le collectif a changé. Je vais vous raconter une anecdote, mais c'est un constat en fait. La première partie de saison, il y avait par moment 8 à 12 joueurs à l'entraînement sur un groupe de 25. Donc, comment voulez-vous créer un collectif et un dépassement de soi lorsqu'il y a 8 à 12 joueurs en séance d'entraînement? Non, c'est pas possible. Donc, nous, c'est ce qu'on a voulu remettre en selle. Voilà, plus vous allez vous entraîner, pour diverses raisons, hein, les blessures, les petits bobos, il fallait mettre des joueurs au repos parce qu'on avait un effectif qui était restreint à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé à peu en séance d'entraînement et forcément, ça nuit à la performance du joueur et forcément de l'équipe. Donc, je pense qu'à partir du mois de janvier, il y a eu une prise de conscience des joueurs, d'une volonté de s'entraîner un peu supérieure. Et on est là derrière, mais il y a eu les blessures, il y a eu tout ça. Les petits bobos, il fallait préserver des joueurs, pas des joueurs. Et puis finalement, le mental a repris le dessus.
Et forcément, il y a eu plus de joueurs à l'entraînement. Et puis, on s'est retrouvé à 20. Et puis, on a retrouvé un collectif. On a retrouvé des joueurs performants. Et ça a été tout un engrenage, voilà, qu'on a mis en place. Mais c'est à eux qui revient leur changement, hein. Mais je pense que tous a été leader. On a tous été leaders. C'est ce que j'ai voulu faire cette année, d'ailleurs, à titre personnel. Avant, je faisais les causeries d'avant-match. Et j'ai voulu cette année que ce soit les joueurs qui le fassent parce que c'était important qu'ils se prennent en main. Donc, je les ai aidés à faire quelques causeries ensemble, individuellement. Et chacun à leur tour, ils ont pris la parole. Et je trouve que ça a été une libération pour certains. Et ça a été, quand on parlait de leadership, il y en a qui se sont révélés dans les prises de parole et dans cette volonté de se mettre leader de l'équipe. Et ça a été vraiment très, très significatif. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils ont fait sur le plan individuel et les prises de parole. C'est super intéressant en tout cas, tout ce que tu nous racontes, enfin, on s'en doutait pas, donc tu nous balances des anecdotes top, et ça allait un peu être ma question justement. Quand il y a eu une disette offensive, est-ce que vous avez mis en place des exercices spécifiques pour la confiance? Ça peut faire partie de ces exercices-là d'ailleurs, de prendre la parole et de montrer enfin, de redonner la confiance aux joueurs, ça passe par là aussi. Est-ce qu'il y a eu vraiment pour les attaquants des exercices nouveaux mis en place quand il y a eu cette problématique-là? Bon, alors, dans le football, dans l'entraînement, il n'y a rien de nouveau, hein. Ça, c'est sûr, on n'invente pas des séances, on essaie de les réfléchir, mais on ne les invente pas. Tout ce qu'on a essayé de faire, c'est vrai, on a essayé de les mettre en confiance le plus possible. Dans notre idée première, c'était de faire beaucoup de jeux avec les gardiens de but, beaucoup de jeux avec de la finition, beaucoup de jeux avec des surnombres, c'est-à-dire des surnombres sur le plan offensif. On a mis des jokers dans les séances d'entraînement pour leur permettre, en fait, lorsqu'ils étaient en possession, les jokers, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que quand l'équipe a le ballon, il y a un surnombre. Donc le surnombre favorise l'attaque et favorise forcément les prises d'initiative et favorise forcément la finition. Donc on a mis beaucoup de jeux avec des surnombres et des jokers pour leur permettre de prendre confiance, de marquer des buts, d'aller vers l'avant. On a enlevé les hors-jeux dans certaines séances d'entraînement pour qu'il n'y ait pas cette limite de hors-jeu et qu'il y ait beaucoup de buts. Voilà. Et puis voilà, Djibril a fait aussi un travail sur le plan individuel parce qu'il les prenait une fois par semaine ou 2 fois par semaine de façon individuelle. Mais en tout cas, dans notre réflexion, ça a été vraiment de les mettre en confiance, oui, qui ne perdent pas confiance. Et on est content que finalement, ce soit des joueurs qui aient moins marqué en début de saison, qui ont très bien fini la saison, hein. Je pense à Jo Casimir qui marque à Lorient, je pense à Sekou qui marque à la fin de saison, je pense à Lasso qui a été un peu bloqué à un moment donné et qui s'est révélé encore plus sur la fin de saison. Voilà, qui ont mis leur pierre à l'édifice au collectif. Mais oui, notre idée première, forcément, quand le mal est là, entre guillemets, le mal mental est là, c'est de redonner confiance à l'équipe. Donc, ça va dans les séances d'entraînement, mais c'est aussi mentalement leur dire, voilà, vous n'avez pas perdu votre qualité. Vous êtes des joueurs de très bon niveau. On avait vraiment confiance là-dessus. C'était juste retrouver le petit déclic. Et ils nous l'ont fait. Et ils l'ont magnifiquement fait tous ensemble. On a vu de manière la joie qu'a procuré les derniers buts de l'ensemble de l'effectif. C'était simplement vous dire qu'on avait un vrai collectif. Ouais, mais je vous parlais de joie sur le but. Moi, je pense au but de Sinali Diomandé au PFC, quand il y a cette dizaine de buts pendant plusieurs matchs sans tir cadré, sans but, etc. Je me rappelle c'est un espèce de cafouillage dans la surface. Il finit par marquer du genou, mais la réaction et l'engouement de tous les joueurs, tout le groupe, tout le monde, je crois, va célébrer vers le poteau de corner. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et là, on sent vraiment un groupe libéré qui a envie de capitaliser sur ces éléments-là. Moi, Ouais, allez-y, allez-y. oui, oui, parce que quand il y a un blocage comme ça, quand on arrive à débloquer la situation, quelle qu'elle soit, parce que c'est vrai que le but au PFC, il n'était pas très beau. Mais, mais surtout, voilà, il y avait un parquage, il y avait 1500 personnes, il y avait un stade, on se s'est cru à Amiens quand on est monté, il y avait 1500 personnes, il y a des émotions aussi qui font que le public est là aussi pour les donner. Donc, il y avait cette disette-là, parce qu'on était loin d'être maintenu, on était loin de la fin, mais voilà, il y avait une disette de buts, et finalement, un but de Raccro nous a fait avoir une joie monumentale, mais je crois que c'est aussi l'ambiance qui régnait autour qui fait ça. Vous jouez dans un stade vide, vous marquez un but comme ça, alors qu'on n'a pas marqué depuis 10 matchs et qu'on est encore loin du maintien. Je ne pense pas qu'il y ait les mêmes émotions d'un collectif. Voilà, je pense que c'est un tout. Et la force de la GIA, c'est que c'est un tout. Voilà, c'est un tout. C'est pas un staff, c'est pas des joueurs, c'est un tout. Voilà, c'est un public, c'est des dirigeants, c'est des gens qui travaillent au quotidien. C'est des médias comme vous, voilà, qui relatent aussi les bonnes et mauvaises choses. Mais en tout cas, c'est un tout qui fait que ça donne des émotions.
Ouais, évidemment, on voit toutes vos questions. On va passer un tout petit peu après sur la phase supporter, on va dire l'impact. Justement, vous avez parlé du stade plein, etc., que les ultras, que les supporters, que le stade a eu sur le groupe. J'avais une toute petite dernière question, et c'est plus sur votre association, on va dire, avec Christophe Pellissier, votre philosophie d'entraîneur. Vous parlez depuis le début, ça fait au moins 2 ou 3 fois que je reconnais que vous laissez une forme de liberté à vos joueurs. Vous parlez des causeries que vous leur avez laissées. Vous dites que vous faites tout pour les mener au succès, mais que c'est eux finalement qu'on les cartes entre les mains sur le terrain. Est-ce que c'est une philosophie que vous avez toujours empruntée avec Christophe Pellissier? On sait que vous êtes maintenant, ça fait pas mal d'années maintenant que vous travaillez ensemble, que vous êtes en collaboration. Est-ce que c'est un peu quelque chose que vous avez toujours voulu inculquer à vos différents effectifs? Alors, liberté, je ne sais pas si c'est le bon mot. Parce que non, non, on les laisse pas tout faire. Il y a un vrai cadre. Il y a un vrai cadre de travail qui est très important, qu'on présente en début de saison. Et on ne déroge pas à ça sur le cadre à la fois des horaires, de la mentalité, des discours, voilà, l'entente entre les joueurs, le respect du staff, le respect des gens qui travaillent. Voilà, on est vraiment là-dessus sur le cadre. Après, on est conscient sûrement avec l'expérience qu'on peut avoir, c'est qu'on ne peut pas être la manette de la PlayStation d'un joueur, que ce soit sur le plan footballistique ou sur le plan de sa vie privée. Les temps ont changé. Maintenant, on essaie de les guider au mieux pour que ça dérape le moins possible, que ce soit dans leur vie privée. On ne peut pas tout contrôler, mais on essaie de les guider au mieux avec nos discours, avec nos ressentis et nos valeurs. Et puis sur le plan football aussi, on leur laisse de la liberté sur le terrain, mais on a un cadre aussi de travail, on a des principes de jeu, on a une organisation de jeu qui fait qu'on ne peut pas déroger à ça. On peut avoir de la liberté dans le système, voilà, du dépassement de fonction, comme on appelle ça, du dépassement de fonction, mais on veut que ça soit toujours compensé. Voilà. Mais on est là-dessus. On veut surtout pas être la manette de la PlayStation parce que ça fonctionne plus aujourd'hui. Voilà, on voit encore des entraîneurs qui le sont, mais ça dure pas longtemps. Et comme on est des bâtisseurs, on est des bâtisseurs puisque partout où on est passé, on est resté assez longtemps pour des entraîneurs dans les clubs où on a pu aller parce on aime bâtir et donc ça va de pair. Quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui est dictateur, quelqu'un qui est, comme je le répète, manette de la PlayStation avec ses joueurs. Sur le long terme, j'y crois pas un seul instant. Sur le court terme, oui. Sur le long terme, j'y crois pas un seul instant. Ça, c'est mes convictions en tout cas. Je sais Oui, pas bien sûr. mais ça Ouais, reste mais c'est ma super conviction. intéressant que tu nous expliques tout ça en tout cas. Ah, bien sûr. Ça bien si tu veux y aller si tu as une question, voilà, on parlait des supporters, l'impact Oui, bah, c'était stade, un peu etc. ce que je voulais demander justement. Donc, c'était ma question. Est-ce que le fait que tu parlais justement de Nice ou de Nantes ou Metz, où il y a eu quand même une rupture avec les supporters, ce qui n'a pas été le cas à Auxerre, justement, est-ce que ça a été bénéfique pour vous et dans vos discours aussi, notamment vis-à-vis des joueurs? Bon, c'est indéniable. Ça fait 4 ans qu'on est là à la GIA et à Auxerre et au stade d'Abbé Deschamps. On vit des émotions qui sont extraordinaires. Je me souviens il y a 3 ans et demi, lorsqu'on jouait le maintien, la première année qu'on a remplacé Monsieur Furlan, on a vécu même là, malgré la descente, des émotions extraordinaires. J'ai vu un stade en ébullition. Je me souviens très bien contre Lyon. Il y a eu des matchs de folie alors qu'on était en bas de classement. Donc, et puis on a gardé cette dynamique-là derrière sur la montée, sur l'année dernière avec des matchs fabuleux. On a perdu très peu l'année dernière à l'Abbé Deschamps. Et on a fédéré un stade, on a fédéré un public, mais il l'a rendu à l'équipe et il le rend. Et est-ce que c'est pourquoi? Déjà, je pense que c'est dans les mœurs de ce club. Je pense qu'il y a toujours eu une identité à GIA avec Monsieur Giroud, avec les épopées de Coupe d'Europe, etc. Même si on a des retours comme quoi c'était pas du tout le même public, que finalement, moi j'ai des amis qui ont joué dans ce stade et qui ont joué ici et qui m'ont dit mais on reconnaît pas, même nous on a joué la Coupe d'Europe ici et c'était pas cette ambiance-là. Ben, je dis tant mieux pour nous alors, mais c'est vrai qu'on vit des émotions, qu'on vit des émotions magnifiques. Franchement, j'ai rarement vu ça parce que c'est un vrai public qui a toujours poussé. Et d'un autre côté, je me dis que peut-être que s'il est là, c'est que l'équipe aussi a fait qu'il soit là. Et comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que je pense que les joueurs n'ont jamais lâché, à part 2-3 matchs, et ça arrive dans une saison, 3-4 matchs. Mais je pense que
les supporters par rapport à la comparaison que vous faisiez auprès de Nice et Nantes, je pense que les supporters ne se sont pas reconnus dans ces équipes-là. Nous, on n'a jamais rien lâché, même contre les gros clubs. On n'a jamais été dépassé, on n'a jamais pris des roustes. Parce j'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression de l'intérieur que les joueurs ont donné le maximum très, 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 très souvent. Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait que le public s'est identifié à l'équipe et se surpasse comme a pu faire souvent notre équipe. Voilà. Il y a beaucoup de Mais débriefs bravo, que bravo parce que faisait Elliott, où justement, à chaque fois, on terminait en disant, bah, en fait, l'équipe a pas mal joué. Et quand il y avait un intervenant de l'équipe adverse, il nous disait, mais en fait, on comprend pas pourquoi vous êtes ici dans le classement. Parce qu'on trouve que votre jeu est plutôt bon, enfin, l'équipe est agréable à voir jouer, et on comprend pas pourquoi vous êtes là au classement, notamment contre Lens, justement, où on perd 1-0, où tous les Lensois nous disaient, mais on comprend pas pourquoi vous êtes là. C'est pas possible que vous soyez là au niveau du classement. Et du coup, je pense que de voir des joueurs qui lâchent rien et mine de rien un beau jeu, bah, ça nous a fait pas lâcher non plus en fait, parce que quand tu ouais. vois des gars qui sont épuisés sur le terrain à la fin et qui ont tout donné, et je pense que ça va avec, la philosophie du staff, bah, d'inculquer justement des valeurs où on lâchera rien, on a l'écrou, et ben, c'est ce qui fait que les supporters, oui, se retrouvent. Alors ça, c'est sûr qu'on n'a jamais rien lâché. Ça, c'est sûr depuis 10 ans. On n'a jamais rien lâché. On nous a donné des missions qui n'étaient pas forcément tout le temps faciles. Mais ouais, ça fait partie de Momo. J'ai souvent pris les causeries avant les matchs. Et c'est un mot qui revenait très, 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 très souvent. Euh, on n'a pas le droit de lâcher, ne lâchez rien, ou voire lâchez-vous pour les libérer aussi, comme on parlait tout à l'heure. Mais le mot lâcher, on lâche pas. Voilà. En tout cas, ça fait partie de nos valeurs avec le coach et avec le staff. Et c'est celle-ci, on essaie vraiment de l'inculquer et qu'ils aillent au bout d'eux-mêmes parce que c'est ce que j'essaie de leur évoquer ou que le coach essaie d'évoquer, c'est de ne jamais avoir de regrets. Et de ne jamais avoir de regrets, c'est toujours avoir l'impression d'avoir tout donné. Voilà. Et après, ça aurait très bien pu mal se passer hein, pour X raisons, X facteurs. Je vous dis une bêtise, on se fait expulser un joueur, on finit à 9 ou pour X raisons, on aurait pu perdre les matchs, mais en tout cas, on n'aurait pas eu de regrets parce qu'on aurait eu cette impression de ne pas avoir lâché et de n'avoir rien lâché au cours de la saison. Voilà. Nous, c'est toujours un mot, ne jamais avoir de regrets. Ne jamais, être ambitieux, mais ne jamais avoir de regrets. Donc, tout donner. Ouais, c'est vrai que c'est des valeurs que nous, on a pu ressentir de l'extérieur. Alors, j'imagine pas le groupe à l'intérieur, comment eux, ils ont pu les ressentir au fil des causeries, au fil de la saison. Justement, sur l'aspect groupe, un petit peu plus personnellement, on va dire, je voulais vous demander, vous, ce que vous avez pensé globalement de ce groupe de cette année. Est-ce que c'est un groupe de blagueurs? Est-ce que c'est un groupe de travailleurs? Est-ce que c'est un peu des deux? Comment vous le qualifieriez, vous, ce groupe-là? Le groupe dans son ensemble, c'est dur à qualifier, mais moi, je dirais un mot là-dessus, c'est le mot, je dirais solidaire, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui étaient à un moment donné dans la difficulté et d'autres les ont aidés, parce que il y a des petits groupes, hein, il y a des affinités, plus d'affinités avec certains, donc forcément, mais je trouve qu'il y a eu une entité c'est la solidarité, parce que on a vécu des moments difficiles, certaines personnes à l'intérieur du groupe, de façon individuelle, ont vécu des périodes très difficiles, mais elles n'ont jamais été lâchées par le groupe. Voilà, parce que c'est des bons mecs. On avait un groupe de bons mecs, voilà. Alors il y en a qui aiment plus que d'autres s'entraîner, et je ne vais pas citer les noms, mais ça fait partie de tous les groupes. Ça, c'est tous les groupes. Hein. Il n'y a pas qu'à OCR. Dans tous les groupes, il y a toujours des joueurs qui ont envie de plus ou moins de s'entraîner. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on n'avait pas de blessés, autant de blessés que ça, dans l'ensemble, on a eu un groupe qui s'est, qui s'est qui avait envie de s'entraîner. Et puis, oui, donc il y a de tout. Il y a des blagueurs, ouais, il y a des chambreurs, voilà, il y a tout type de personnalité. C'est ce qui fait le charme. Mais en tout cas, le mot, c'est vraiment solidaire. Tout le monde a été solidaire les uns des autres. C'est ce qui nous a permis d'en être arrivé là. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y aurait eu plus de distance, de conflits ou de distension dans le groupe, on serait descendu. Voilà. Mais c'est un ensemble, hein, c'est tout le club, c'est tout le staff qui a maintenu à flot cette ambiance, cette solidarité. Et puis c'est surtout, il en revient aux joueurs tout le mérite. Hein.
Ouais, évidemment. Sapien, je sais pas si t'as une petite question. En tout cas, j'en J'allais profite. dire, peut-être qu'on peut commencer à poser des questions du chat parce qu'il y en a vraiment Ouais, beaucoup. Parce que sinon, effectivement. Jean-Marie, tu peux être là jusqu'à demain, quelle heure du coup? Parce que là, je Non. pense tu Bon peux alors, commencer à poser des questions du chat. s'il peut y avoir un Uber Eats qui me livre, ce sera avec grand Mais du coup, plaisir. ouais, Elliot, je pense que tu peux commencer à poser Ouais. une ou deux questions, hein, du chat, hein. Allez-y dans le chat, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous remercie sincèrement, encore une fois, pour votre démarche de venir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a plus de 150 personnes qui nous écoutent et c'est vraiment un énorme plaisir et j'espère que vous le prenez autant que moi. J'arrive pas à m'arrêter de sourire depuis que vous êtes arrivé. J'avoue, c'est un peu une forme d'accomplissement pour l'émission de vous recevoir. Euh, on y va. Il y a Gélène dans le chat qui demande, par exemple, est-ce que vous avez un souvenir un peu flash cette saison, une image, un moment qui vous revient immédiatement? Peut-être quelque chose de fondateur ou quelque chose de révélateur pour l'équipe, pour le groupe, pour vous en tant que staff cette saison. Ben, par rapport au mot que je viens de dire tout à l'heure, solidarité, je dirais simplement les 2 coups de pied arrêtés contre Brest, où on est 10, donc en difficulté. Un match très, très important pour le maintien et de faire cet exploit-là à 10 et le match qu'on a pu faire à 10, parce que beaucoup ont dit: «Oui, Brest sont arrivés, tranquilles et cetera». Non, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait à 10, ça nous a donné encore plus de force. Et c'est là où on s'est aperçu que finalement, même dans la difficulté, on allait répondre présent. Et ça a été, je pense, un moment clé pour la fin de saison. Dans le Money Time, comme je disais, ça a été un moment clé dans l'histoire du groupe. Ils ont compris que vraiment, nous on le savait qu'ils étaient solidaires dans les moments difficiles, comme je l'ai dit, évoqué avant. Mais ce match-là, je crois que ça a été pour moi, en tout cas sur la question, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les 2 buts sur coup de pied arrêté de Brest qui nous permet de l'emporter 3-0. Et cette solidarité qu'on a pu avoir à 10, je reprends le mot solidarité. Et je me souviens aussi des buts qu'on a été fautés aussi au poteau de corner, parce que c'était un bel accomplissement par rapport à la fin de saison. Ouais. Ouais, et puis en plus, on voyait des joueurs nouvellement arrivés, entre guillemets, réussir. Romain Faix pour Brian Oko. Enfin, je veux dire, il y avait effectivement une forme d'atmosphère autour de ce match qui était vraiment particulière. Ça a été, selon vous, un match bascule. J'entendais la Oko qui disait au micro d'RMC, je crois, il y a quelques jours, que pour lui, le match bascule, ça avait été soit le match contre Brest, soit le match nul contre Monaco, où vous revenez au bout d'une mi-temps, il y a 2-0, etc. Selon vous, c'est lequel qui a vraiment été mentalement cette bascule? Moi, je pense que c'est celui de Brest, parce que Monaco, il y a quand même une forme de déception à la fin. Donc, on a vu qu'on était capable de faire de bonnes choses contre des grandes équipes, mais finalement de ne pas gagner et de s'être fait rejoindre après avoir mené 2-0. Donc ça nous a permis d'être solidaires en fin de match parce qu'on aurait pu le perdre ce match-là aussi. Donc on a eu ces valeurs-là en fin de match. Il ne faut pas s'oublier les occasions de Monaco à la fin. Mais non, non, je pense que c'est le match de Brest parce qu'on est 10. Et à 10, quel que soit le match en Ligue 1, à 10, c'est très, 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 très compliqué. Ça allait déjà à 11, alors à 10. Et j'ai trouvé qu'on avait eu des vertus énormes. Une complicité sur les buts, la fin du match, comment ça s'est passé, le public, l'ambiance. Ouais, il y avait tout dans ce match. Il y avait tout pour bien finir la saison. Quoi, c'est D'ailleurs, mon point de vue, hein. tu parles du public et de l'ambiance, mais en tant que supporter, je pense qu'on a vécu la saison où on a eu le plus de souffrance, mais en même temps, le plus de joie intense. Oui. C'est-à-dire qu'on n'imaginait jamais gagner 3-0, on n'imaginait jamais qu'il y aurait le maintien et qu'il y aurait 3 victoires de suite là, alors qu'il n'y en a pas eu deux tout le long de la saison. Enfin, on a vécu en fait une saison de souffrance, mais en même temps extraordinaire. En fait, d'un point de vue supporter, c'était incroyable les émotions qu'on a vécues, quoi. Bah, tant mieux, ouais, c'est ça. C'est le fait. Mais en fait, c'est tout simplement le fait d'avoir des matchs à enjeu, en fait. Lorsqu'il y a des matchs en jeu, quels qu'elles soient, que ça soit pour aller jouer l'Europe, pour aller jouer un titre, pour aller jouer un maintien, en fait, ce sont les matchs en jeu qui donnent les émotions. Donc, on a peut-être moins vécu la dernière parce que on s'est maintenu très vite Mm. et finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais non, ouais, c'est ce que moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que tous les matchs en jeu et en fait, on vit le footballeur, le joueur vit pour vers ces matchs-là et ils en ressortent grandis, c'est ce que je leur disais. C'est ce que je disais de façon individuelle ou collective, c'est-à-dire que vous allez vous sortir, vous allez grandir de cette expérience de façon individuelle. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez vous rendre compte plus tard que vous allez grandir par rapport à ça. Et même si c'est un maintien, on grandit dans la difficulté, on grandit lorsqu'on joue un maintien, Ouais, surtout à la dernière journée. je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que les émotions procurées,
Avant de vous poser une petite question là-dessus, mais elles ont été absolument extraordinaires pour nous. Dimanche soir, enfin c'était fou. J'imagine que vous avez passé une bonne nuit, enfin peut-être pas à dormir, mais vous avez passé des bonnes heures ensuite après le match. Ça devait être assez extraordinaire. Vous avez vécu les deux avec Auxerre. Est-ce qu'on vit plus d'émotions sur un titre de champion de Ligue 2 ou sur un maintien dernière journée en Ligue 1? Bonne question. Ouais, très bonne question, mais bon, je peux pas dire que c'est la même chose. Que lorsqu'on joue un titre, c'est quand même fabuleux. Pourquoi c'est fabuleux? Parce qu'on gagne plus de matchs. Et Donc oui. la semaine, c'est plus facile. Les saisons passent plus vite parce qu'il y a un bonheur qui est pratiquement quotidien, voire hebdomadaire. Donc là, c'est la souffrance en fait. C'est le devoir accompli. C'est des émotions de devoir accompli, de souffrance. On voulait pas laisser le club en Ligue 2, que ce soit les joueurs, l'ensemble du staff, l'ensemble du club, les supporters, tout le monde. Donc, mais je peux pas, moi en tout cas, personnellement, je préfère jouer une montée ou avoir un maintien plus tranquille. Maintenant, ouais, c'était plutôt une libération en fait. Ce maintien à Lille et ce match à Lille, ça a été plutôt senti comme une libération par rapport à tous les efforts faits de la part de tout le monde. Mais moi, personnellement, je préfère finir premier d'un championnat et vivre une montée, même si ces maintiens ont été magnifiques et on est très fiers, très fiers vraiment d'avoir maintenu l'équipe. Oui, bien sûr. Sapien, je sais pas si tu as une petite question. C'est vrai que j'ai tellement de questions qui me viennent en tête, mais si t'en as une ou si dans le chat t'en as vu. Bah, je regarde en même temps le chat parce que sinon il va y avoir plein de gens frustrés, hein. Moi, j'en ai une petite, tiens. Juste après, Vas-y, vas-y. on en prend une du chat. J'en ai une petite pour vous. Si vous parlez de souffrance, et je pense que vous avez vraiment vécu des jours compliqués cette saison. 9 mois, c'est très long, sans compter la prépa, qui est aussi une période hyper importante pour la suite de la saison. Est-ce qu'il y a eu une semaine d'entraînement qui vous revient en tête ou un lendemain de match qui a été vraiment particulièrement difficile pour vous à titre personnel? Quand je dis vous, c'est vous en tant que personne, vous en tant que staff. Comme ça, non, j'en ai pas. Franchement, pourtant je suis quelqu'un de franc et sincère, mais comme ça me revient pas. C'était plutôt latent quand vous gagnez pas de match pendant longtemps. C'est Ouais. plutôt une latence, plutôt latence hebdomadaire qui a fait, je sais plus, je crois qu'on a 9 ou 10 matchs, non? J'évitais de regarder les résultats. J'étais plutôt concentré sur les matchs d'après. Donc je sais pas pendant combien de temps on n'a pas gagné de match, hein. On a eu un gros trou noir. Mais non, c'était plutôt une atmosphère latente d'échec en fait, d'échec et de sentiment de ne pas y arriver. Donc c'était de repartir au quotidien. Voilà. C'est plutôt une usure longue plutôt qu'une semaine particulière. Non, j'ai pas ressenti ça. On est tellement focus sur l'après, lorsqu'on perd un match, bien sûr qu'on débriefe, qu'on réfléchit à ce qu'on peut faire de mieux, de ce qu'on peut changer aussi dans l'équipe pour améliorer les choses. Mais non, c'est plutôt quelque chose de latent par rapport à une série de résultats négatifs plutôt qu'un point précis. Voilà, vraiment. Ouais, non, non, je comprends. C'est plutôt finalement une usure sur le long terme que vraiment un Ouais. match qui vous a mis dedans, qui vous a porté préjudice. Sur J'ai une le. petite question, moi, vas-y, Vas-y, si Sapiens. Non, non, vas-y, Sapiens. c'est plus spécifiquement sur les entraînements, parce que souvent, quand on vient vous voir, donc toi, je dis souvent, tu es la voix entre guillemets des entraînements, et Christophe est plutôt en retrait. Est-ce que du coup, tu peux juste nous expliquer rapidement, dans une séance d'entraînement type, ton rôle et celui de Christophe? Alors oui, oui, bien sûr, mais c'est dur dans une séance type, hein. C'est plutôt dans une semaine de travail ou dans notre Oui, fonctionnement plutôt. Donc, ben, nous, ce qu'on essaie de faire avec le staff, pas que moi, mais le staff, on essaie de faire gagner le maximum de temps au coach, hein. Dans tout ce qu'on peut faire, le but, c'est de faire gagner du temps et de lui enlever tout ce qui est voilà, un peu parasite, entre guillemets. Lui qui se concentre vraiment sur le management, sur la réflexion sur notre équipe. Voilà, donc moi, je suis plutôt à même à travailler sur l'adversaire sur l'adversaire et ce que propose l'adversaire, essayer de trouver eh ben, toutes les stratégies pour essayer de les embêter à la fois sur le plan offensif, pour leur poser des problèmes, mais aussi sur le plan défensif pour contrer leurs points forts. Donc j'ai un travail là-dessus et qui est corrélé avec les séances d'entraînement sur la semaine. Voilà, on travaille beaucoup sur le match, on travaille beaucoup sur l'adversaire. En Ligue 1, on était plutôt sur notre équipe en Ligue 2, puisque on était ultra dominant, voilà, on était ultra dominant en Ligue 2, donc on a beaucoup travaillé sur nous. Et là, sur l'adversaire, comme il y a beaucoup d'effectifs qui sont de grande
grande qualité, on essaie de les embêter en travaillant sur l'adversaire. Voilà. Même si on travaille beaucoup sur nous, attention, hein, mais on est beaucoup plus concentré à comment on peut leur poser des problèmes et comment on va résoudre les problèmes qu'ils posent. Voilà. Donc les semaines de travail sont construites comme ça. Je construis à 95% les séances d'entraînement qui sont validées bien sûr par le coach. Et ensuite, on se répartit les rôles dans les séances d'entraînement. Donc, moi, je suis plutôt le coach est plutôt sur la partie tactique, même si on en parle en début de semaine de ce qu'on va faire et les points à améliorer. Lui est plutôt sur la partie tactique sur les séances d'entraînement et moi sur la partie beaucoup plus conservation, travail technique, jeu et sur l'animation des séances pour que ça vive et qu'on garde l'intensité. Voilà, mon objectif sur les séances d'entraînement, c'est qu'il y ait un maximum d'intensité en permanence. Donc, si vous venez aux séances d'entraînement, c'est à vous de dire si vous voyez de l'intensité ou pas. Mais en tout cas, ma volonté, elle est de mettre beaucoup d'intensité. Et puis, voilà, on se partage les tâches aussi avec le staff aussi. J'étais pas seul non plus, hein, attention. Prépa athlétique, Aurélien, Loïc et Armand. Et puis, voilà, Jean-Alain aussi qui était là pour nous aider sur la partie défensive et Djibril aussi. Donc, voilà, on était avec Olivier qui est spécifiquement sur les gardiens de but qu'on embête très souvent parce qu'il ne sait jamais quand est-ce qu'il doit nous lâcher les gardiens. Et c'est de bonne guerre. Mais voilà un peu le fonctionnement. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est top. Mais Ouais, voilà, en tout cas, oui, je suis la voix. Il paraît que je suis la voix, mais on entend beaucoup ta voix. En tout cas, quand on vient aux entraînements, on entend ta voix. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est vraiment pour dynamiser. Alors après, il faut demander aux joueurs qu'est-ce que ça leur fait. Mais en tout cas, ma volonté, c'est vraiment de dynamiser les séances et vraiment d'intensifier les séances en encourageant, en dynamisant et voilà, avec une voix un peu plus dynamique. Et d'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure sur le nombre de joueurs disponibles, il y a une des séances où justement tu appelais avec ta fameuse voix les jeunes d'à côté quand il y en avait un qui manquait, qui était sur l'autre terrain. Donc ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, la relation justement avec les jeunes et les pros? C'est une relation qui fonctionne très très bien puisque j'étais proche de Sébastien Pugrenier qui est entraîneur de la réserve, on est très proches, donc ça facilite les choses aussi pour le lien avec la formation. C'est très simple en fait, le matin lorsqu'il manque des joueurs, on fait un bilan, qui s'entraîne pas, en fonction de ça, par rapport aux blessures et aux maladies ou aux absences. Donc, qui s'entraîne pas, en fonction de qui s'entraîne pas, moi j'ai préparé la séance avec un certain nombre de joueurs, ça peut varier de 12 à 15 à 20, et en fonction de la séance d'entraînement, s'il me manque des joueurs en nombre, je prends des joueurs, j'appelle Sébastien et je lui demande de nous envoyer des joueurs qui sont très ciblés, qu'on cible en fonction du poste et en fonction du mérite. On est très au mérite avec les jeunes de la formation. On ne prendra jamais un jeune s'il n'a pas mérité le week-end ou s'il a été de façon qu'il a eu des comportements mauvais dans la semaine ou de l'indiscipline, on les prend pas du tout. Et lorsque ça se passe, parce que des fois on perd des joueurs pendant la séance, on a la chance de pouvoir à ce qu'ils s'entraînent juste à côté, à J-3 et J-4 pour nos séances. C'était notre volonté avec le coach de les avoir à côté, pour nous permettre, en cas de besoin, de pouvoir appeler des joueurs et qui viennent rapidement remplacer ceux qui s'arrêtent. C'est hyper intéressant ce volet entraînement un peu plus inside finalement, même la préparation des séances, le travail sur l'adversaire. On sait qu'il y a des staffs qui ne regardent absolument pas ce qui se fait chez les autres pour préparer ses propres séances. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites, vous en Ligue 2, j'imagine que vous regardiez évidemment vos adversaires, mais vous préparez moins cet aspect adversité dans les séances de la semaine, etc. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Le volet relation aussi avec les jeunes. Vous avez quand même lancé des joueurs qui sont déjà partis, qui ont déjà éclos de la GIA, mais aussi des joueurs qui jouent. On a vu Teddy Siwe dimanche soir qui a fait un très bon match. Est-ce que c'est pareil, une forme de volonté avec Christophe Pellissier, avec le staff, de lancer ces jeunes-là? Vous parlez de la transition finalement qui se fait parfois à l'entraînement. Les lancer, vous avez mis beaucoup de joueurs jeunes de la réserve dans le groupe, presque, le banc était quasiment entièrement fait de jeunes par moment. Est-ce que c'est vraiment une volonté que vous avez de travailler en relation étroite avec la réserve, avec les jeunes? Oui, ça fait partie du projet
que le coach a mis en place avec notre aval du staff, c'est-à-dire qu'on voulait travailler avec un groupe restreint. Nous, ce qui nous semble être bon, c'est d'avoir 18 joueurs professionnels de niveau Ligue 1, hein, donc avec un maximum de niveau là-dessus, et puis le reste, entre 19 et 24 joueurs, on souhaite des jeunes joueurs en devenir et prometteurs. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que de 18 à 24, ces joueurs-là ont très peu de temps de jeu. Donc, on préfère mettre des jeunes de la formation qui vont se préparer à venir. Et puis, des fois, on a dans ces joueurs entre 18 et 24, là, entre guillemets, dans les nombres, hein, ben, il y a des très belles surprises. Voilà. Et ben, les très belles surprises, si elles sont meilleures que les joueurs qui sont supposés être les joueurs de Ligue 1, et ben, on n'a pas peur de les lancer et de les faire ce qui s'est passé pour le petit Matondo, pour Telly. Mais voilà, il y en a d'autres qui ont une éclosion plus rapide que d'autres. Mais le petit Matondo a été très mature, très jeune. Voilà, Kevin Danois a mis un peu plus de temps. On l'a façonné. Et je me souviens qu'il nous disait ben, je vais peut-être être prêté. Et je lui disais sois patient, on compte sur toi, on compte sur toi, on compte sur toi. Et puis voilà, la patience il a été patient, il a été travailleur surtout, attention. Hein. Et il n'y a pas que la patience, parce que ceux qui patientent sans travailler, ils n'y arrivent pas. Kevin est un gros travailleur et je suis très fier et très heureux pour lui parce qu'il le mérite amplement par rapport à tout le travail qu'il a mis en place. Et un garçon comme Telly, c'est pareil, c'est des garçons qui sont travailleurs, qui ont une mentalité extraordinaire. C'est pas étonnant qu'ils réussissent. Voilà, à un moment donné, la valeur travail, comme je disais tout à l'heure, le mérite, on fait monter les jeunes au mérite. Voilà, on veut pas que le talent. Tant mieux s'ils ont du talent, mais s'il y a des joueurs talentueux qui ne méritent pas par rapport au fait qu'ils ne veulent pas travailler, moins travailler parce qu'ils sont talentueux, qui sont dans l'indiscipline parce qu'ils pensent être déjà arrivés, ça passe pas avec nous, c'est pas dans nos valeurs et c'est pas dans notre cadre, donc ils attendront, peut-être qu'ils viendront peut-être plus tard avec un autre coach, mais en tout cas, ou ils se mettent au diapason, on va dire, mais la plupart se mettent au diapason parce qu'ils comprennent que pour monter là-haut, eh ben, il faut avoir ces valeurs-là et ces attitudes-là. Donc voilà, non, très fier d'avoir lancé ces joueurs-là. Et il y en a d'autres. Hein. Lasso, on l'a relancé. Clément, qui est aussi rentré de près, qu'on a conservé, qui est arrivé de National quand même, et qui a éclos aussi en Ligue 1, qui a fait des très, très, très bons matchs en Ligue 1. Voilà, il y en a plein qui me viennent à la tête. Mais voilà, c'est une belle forme de confiance de la part du club, c'est-à-dire que le club fonctionne bien en dessous aussi, que la formation nous amène des jeunes, et si on a la chance de rester, notre volonté est de développer les jeunes au maximum pour les faire venir en équipe première, et qu'il y ait une âme Agia, voilà, Oui. qui ait des valeurs Pélissier, et puis qui ait une âme Agia, voilà. Ah, c'est beau ce que vous dites parce que on sent le respect pour l'institution, pour le club qu'est la JA. Vous êtes imprégné finalement pendant ces 3 ans et demi de l'identité que ça représentait de la JA. Alors j'imagine que vous avez toujours eu le souhait de lancer des jeunes et de faire progresser, peut-être encore un peu plus, je sais pas à Auxerre, mais en tout cas là votre discours sur la relation étroite avec la réserve, le lancement de Rudy Matondo, de Telly Siwe, enfin ouais le lancement de Kevin Danois, hein, vous l'avez lancé au niveau professionnel. Tout ça, ça montre quand même votre volonté de vous imposer dans un projet long terme avec des joueurs qui progressent. Justement, on va aller rapidement parce que je n'ai pas envie de vous prendre trop de votre temps. J'ai peut-être J'ai du temps, j'ai encore du temps. Je suis pratiquement en vacances, même s'il y a encore des réunions, donc j'ai du temps. C'est ce que je disais à Flo. En cours de saison, c'est dur, il y a moins de temps, mais voilà, j'ai du temps et je prends du temps aussi parce que ça me fait aussi plaisir de pouvoir échanger avec des gens et avec des gens avec lesquels on n'a pas l'occasion d'échanger parce qu'on est dans une machine à laver pendant la saison et des fois on peut avoir des attitudes ou des choses comme ça. On essaie d'être au mieux, mais des fois on est tellement dans ce qu'on veut faire qu'on en oublie certaines choses. Voilà, quand on a du temps, j'ai du temps, je peux vous accorder encore un peu de temps, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, en tout cas, c'est un énorme plaisir. Encore une fois, j'en profite pour vous remercier. Tant qu'on est sur la partie un tout petit peu plus individuelle, on va dire, du groupe, j'ai une très très bonne question là dans le chat de Gélène. Alors, il y en a deux sur la partie individuelle, mais on va dire, pour aller un peu plus profondément, on a parlé des jeunes, de la progression. Lui, il demande, depuis votre arrivée à Auxerre, ça fait 3 ans et demi maintenant, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné, que ce soit, il pose bien la question humainement ou sportivement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné, qui ont peut-être révélé des choses en vous, qui ont façonné votre manière de travailler aussi? Je sais pas.
C'est une bonne question, c'est une très très bonne question. Sur le plan humain, forcément, des fois ça match mieux avec certains joueurs que d'autres. On peut pas avoir la même relation avec tous les joueurs dans un staff, même si on essaie. On essaie d'être le. Mais voilà, oui, bien sûr qu'il y a eu des aventures humaines. Je pense à Gaëtan Perrin, à Gauthier Hein, sur lequel ces deux joueurs j'étais très proche, avec Joubal, avec des joueurs qui sont partis, mais on est toujours en contact. Donc sur le plan humain, c'est fabuleux parce qu'en fait, au-delà du sportif, il y a cette relation humaine qui s'est créée et ça va bien au-delà du sportif puisqu'on se côtoie encore, en dehors de ça. Et puis il y a encore de belles histoires. Je pense qu'à la sauce Sinayoko, je pense il s'est découvert lui-même cette année en tant qu'homme et en tant que leader. Et je pense qu'on en est, le staff on est aussi. On est aussi responsable de cette prise de conscience de l'assaut et j'espère qu'il prendra encore conscience de ses qualités, de sa valeur humaine parce que c'est des bons mecs, des Kevin Danois, mais je ne peux pas tous les citer, mais oui, le plan humain et tout le groupe sur le plan humain, des mecs comme Elisha, c'est des mecs qui sont en or, voilà, je ne peux pas tous les citer, mais Donovan qui est le nounours de l'équipe, mais voilà, sur le plan humain, c'est des mecs, et la force de ces 3 dernières années, c'est l'humain. Nous, notre staff à nous, on est sur le plan, on est sur l'humain. Partout où on est passé, on a construit, je l'ai dit en début d'émission, c'est notre volonté est de bâtir. Partout où on va nous donner la chance de pouvoir évoluer et d'entraîner, notre but c'est de bâtir. Donc forcément, on bâtit pas tout seul, on bâtit avec un club, on bâtit avec une formation. Et oui, il y a des joueurs qui m'ont étonné. Aujourd'hui, le niveau de la Cine de Kevin Danois et de Matondo, ces 3 joueurs-là me surprennent. C'est des joueurs de très haut niveau. Voilà. Alors, avec de la confiance, je ne sais pas où ils iront, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de leur carrière, mais c'est des belles progressions. Une qui a été vraiment, vraiment très rapide, celle de Matondo, qui sera un très bon joueur, qui a des qualités extraordinaires, qui doit encore mûrir dans son jeu, mais qui a des qualités footballistiques monstrueuses. Et athlétique. Et puis les deux autres, voilà, c'est différent, ça a mis plus de temps, mais moi j'adore leur qualité. J'adore leur qualité à leur poste sur ces 2 joueurs-là. Et je sais que Lassine a été très souvent décrié et depuis des années, mais moi je suis fan de l'assaut parce que il a jamais rien lâché. Il a été décrié par tout un public à un moment donné. J'ai lu des choses sur lui qui étaient voilà, mais moi, je savais qu'il allait réussir. Et le staff et le coach savaient qu'il allait réussir parce que c'est un garçon qui a des qualités énormes au niveau footballistique et humaine. Voilà. Mais je ne peux pas tous les citer, je voudrais tous les citer, mais si ceux qui me marquent, c'est donc si les joueurs écoutent, ils vont me dire putain, ils ne pensent qu'à eux. Mais non, en fait, voilà, c'est des joueurs qui marquent en fait. C'est des joueurs qui marquent. Comme Gauthier m'a énervé pendant les séances d'entraînement, comme Perrin m'a énervé pendant les séances d'entraînement. C'était des lâches-rien, mais énervant quoi. J'aurais pu m'énerver après eux et je me suis énervé souvent après eux. Voilà, mais après ça, c'est le football et sur le plan humain, c'était des très belles personnes. Voilà, c'est ça qui en ressort. Nous, avec le coach, on est vraiment là-dessus. Et on veut vivre des aventures humaines bien plus que des résultats. Alors tant mieux s'il y a les deux, et on fait tout pour qu'il y ait les deux. Mais en tout cas, on veut que le football aujourd'hui reste sur l'humain. Voilà. Non, encore une fois, je trouve que, et de ce que nous on voit de l'extérieur, on sait que ce côté humain est important pour vous, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut écouter. Mais là, ce que vous dites, je trouve, est vraiment symptomatique de la. Moi, j'ai toujours cru en ce fit, on va dire, je sais pas si je peux dire ça, entre la JA, les valeurs que moi on m'a transmise de la GIA. Moi j'ai 21 ans, hein, donc je suis tout jeune, j'ai pas connu la plus belle époque de la GIA, mais de ce qu'on m'a transmis du club. Est-ce que vous véhiculez au travers des séances d'entraînement, au travers des interviews, au travers de tout ce qu'on peut entendre de vous par-ci par-là? Je trouve que ce fit est vraiment paraît être une évidence en fait sur les valeurs communes. Des fois, ça marche mieux dans certains clubs que d'autres. Voilà. Et puis, peut-être qu'avec nous, ça a matché. Voilà. Et que le match, il faut que ça soit les deux. Hein. Évidemment. Moi, je crois qu'il y a Tinder, non? Il faut que les deux switch, non? C'est ça, ça match. Voilà. Autrement, s'il y en a qu'un, ça marche pas. Et peut-être Attention, que là, Jean-Marie, on va croire que tu as installé l'application, hein.
Non, non, pas du tout. Mais non, non, mais parce que j'écoute ce que disent les jeunes surtout. Ok, ok, ça va, alors ça va. Je suis quand même à l'affût de ce qui se passe quand même. Mais non, C'est non, vrai, je c'est suis vrai. pas sur les applis. Non, non, je suis avec quelqu'un et non, non, je suis très bien. Mais je sais que il faut matcher. Donc, et ben, ce qu'on peut dire, c'est que ça a bien matché entre nous. Voilà. C'est que nous, on apprécie vraiment le club. On souhaite s'investir encore sur le long terme dans ce club et on serait très heureux de continuer l'aventure parce que c'est une belle aventure. C'est un beau club. Et moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que je dis à mes amis et à beaucoup de gens, c'est un petit lance, voilà, on se balade en ville, les gens, ils ont le bonnet, ils ont l'écharpe, ils ont le survêt, ils ont le maillot. Et dans quelle ville il y a ça, en fait? Dans quelle ville il y a ça? À part Lens, dans quelle ville il y a cette représentation? Donc, c'est un plaisir d'être dans un club comme celui-ci où il y a cet engouement et cette identité où les supporters s'identifient au club en fait. Et c'est ça. Je vois les écussons sur les voitures. Voilà, on voit plein de choses et ça, bah, c'est toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir en fait quand on voit ça. Voilà. Et c'est ce que je dis à mes amis, à ma famille. Ceux qui me disent, mais alors tu te plais au cerf, tu te plais au cerf. Ben, je dis oui, en fait, parce qu'en fait, on est tellement imprégné par cet engouement que ben, on est heureux en fait d'être là. Du coup, ce qui vous manque, c'est peut-être juste le soleil du sud, finalement. Ouais, mais bon, moi, je m'y suis habitué, hein, même si ma famille est en Corse, mais je m'y suis habitué Amiens. quand on passe du temps à Lille, quand on passe du temps à Lorient, quand on passe du temps à Amiens, quand tu passes du temps à Reims. Voilà, tu te dis que ben, le soleil, on le verra plus tard, quand on sera à la retraite. Il y a tellement de belles émotions à vivre avant le soleil. Finalement, quand il y a les émotions, le soleil, il est là, hein, il est dans le cœur C'est vrai. et puis ça passe tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Sapiens, je sais pas si tu as vu des petites questions passer dans le chat qui pourraient être. Si, bah, j'ai une petite question pour revenir aux entraînements. En fait, il y a une personne qui vient souvent, donc c'est Isbaf81, c'est ça le pseudo. J'ai assisté à de nombreuses séances et toute cette énergie est incroyable. Comment faites-vous pour être tous les jours dynamique et entraînant quand on vit des difficultés de résultats? C'est quoi ton secret? Je suis épuisé. Et ben en fait, ouais, en fait, c'est en moi. En fait, je suis un passionné avant tout. C'est la passion en fait qui me fait être comme ça. C'est l'envie de faire progresser les joueurs, l'envie de faire avancer l'équipe qui me donne cette énergie-là, qui me donne vraiment cette énergie. Et je prends un plaisir, et ça doit se voir, tant mieux si ça se voit, mais je prends un plaisir à être sur le terrain avec les joueurs et à les motiver et à les rendre meilleurs, essayer de les rendre meilleurs, essayer toujours de les rendre meilleurs et donc voilà, donc non, c'est une vraie énergie voilà, qui est en moi et qui a toujours été en moi. Je me retrouve en fait, mon bien-être, c'est d'être sur un terrain de football et animer une séance d'entraînement. C'est là où je me sens le mieux. Donc voilà, par contre, c'est vrai que je finis les saisons plutôt fatigué. Il me faut une bonne quinzaine de jours avant d'émerger et de pouvoir vraiment profiter des vacances. Donc, plutôt épuisé actuellement, mais c'est de bonne guerre. Et puis, le repos des vacances après me fait repartir. Et venez en juillet, en général, c'est là où j'ai la plus grande pêche. Non, c'est vrai que là, ça a été sûrement des longs mois éprouvants. C'est comme ça que vous avez introduit votre propos sur l'émission il y a un peu plus de, enfin, il y a une heure à peu près, sur la saison éprouvante. Il y avait une autre question que je trouve hyper pertinente de Blacklist. Vous avez parlé de cette manette de PlayStation. Vous pouviez pas guider les joueurs dans tout ce qu'ils faisaient, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il demande est-ce que vous avez une manière de les protéger? Il y a des joueurs qui ont été très critiqués dans les médias, sur les réseaux sociaux. Voilà, le club a connu des vagues cette saison sur le côté sportif. Est-ce que vous avez votre rôle à jouer dans cette protection? Comment vous jouez ce rôle-là, vous, dans le vestiaire? Bien sûr, on est obligé de les protéger. On les a toujours protégés parce que de toute manière, c'est des garçons qu'on a dans le vestiaire qui sont dans une période de doute et comme j'ai évoqué tout à l'heure, et de manque de confiance. Donc, si on va, en plus de tout ce qui se passe en dehors par rapport aux supporters, par rapport aux médias, etc., nous, si on a encore un discours en disant t'es pas bon actuellement, je pense qu'on enfonce le joueur. On va à l'encontre de ça et on essaie de trouver le positif dans les périodes négatives forcément bah, de façon individuelle. Donc, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de vidéos avec le joueur, en essayant de corriger certaines choses, en leur disant qu'il y a des choses qui ont été quand même bien faites, parce que après, il faut aussi dire que il y a certains supporters qui sont aussi, même quand les joueurs sont parfois font des bonnes choses ou parfois bons, lorsqu'ils ont quelqu'un en ligne de mire,
ils appuient. Il faut être juste en fait avec le joueur. Je pense qu'il faut être juste. Il faut que les supporters, nous, on soit justes, mais aussi les supporters soient justes. Voilà. Donc c'est bien, ils l'ont été avec certains joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur fusil d'épaule de certains joueurs. Mais voilà, c'est le joueur qui doit changer. C'est nous, c'est avoir un discours très positif, et puis c'est le joueur qui doit pas lâcher. En fait, je parlais du mot lâcher. Nous, on leur évoque, ne lâche pas, quoi. Ne lâche pas. Il y a des périodes difficiles dans le football. On est là pour vous aider, on est là pour vous guider, pour vous accompagner. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Notre rôle il est là-dessus. Et puis, ben, on arrive à changer, que ce soit des discours individuels, de façon individuelle ou collective. C'est toujours à trouver le positif. Bien sûr qu'on les engueule, hein, attention. On est aussi dur de temps en temps avec eux, mais on sait que dans les périodes difficiles et critiques pour eux, il faut les encourager et leur donner vraiment du positif. Et plutôt, par contre, dans les moments fastes pour les joueurs ou pour l'équipe, par contre, peut-être là, être un peu plus dur avec eux. Voilà, on essaie d'être, parce que de temps en temps, quand même, on tape un petit peu quand même, mais on le fait souvent quand ça se passe bien, en fait. Parce qu'en fait, quand ça se passe bien, il y a souvent un laisser-aller. Voilà. Peut y avoir un laisser-aller. Et c'est là où c'est dangereux, c'est là où on doit être vigilant, nous, dans le staff. Ouais, c'est hyper intéressant ce que vous dites, votre gestion, finalement, l'aspect management. Vous n'êtes pas simplement des coachs sur l'aspect tactique, vous avez pas simplement ce rôle de préparation de séance, etc. Il y a vraiment tout un encadrement du joueur. Si vous mettez de l'autre côté, si vous switchez côté joueur, euh, la proportion de travail collectif vs travail individuel, vous l'évalueriez à combien? J'imagine que ça dépend en fonction des joueurs. Il y a des joueurs plus ou moins travailleurs, mais de ce que vous avez pu voir au fil de votre carrière et cette saison à Auxerre. Bah, ça a beaucoup évolué, hein. Je peux pas parler de ma carrière, elle est 30 ans en arrière. Donc, ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, le travail individuel est devenu ultra présent. Nous, à notre époque, il n'y avait pas de travail individuel. C'était marche ou crève. Tu fais comme tout le monde et tu fais, voilà, c'est comme ça pour X, Y, Z, c'est comme ça. Non, aujourd'hui, l'avantage qu'ont ces joueurs-là, c'est que tout est fait de façon individuelle. Donc, bien sûr qu'il y a des séances collectives, mais dans la séance collective, il y a quand même un travail individuel. Que ça soit avant séance, après séance, dans la séance. Voilà, il y a beaucoup de travail individuel. Moi, je qualifierais ça à peu près de 50-50. Il y a 50% de travail collectif, 50% de travail individuel, mais qui est toujours cadré, hein, qui est cadré par les prépas athlétiques, qui est cadré par le médical, qui est cadré par la vidéo, que ça soit les adjoints ou le coach en vidéo, parce que la vidéo fait partie du travail individuel. Donc c'est quand même dans un cadre. Mais il y a 50, pour moi aujourd'hui, 50-50. 50 de travail collectif, 50 de travail individuel. Voilà. Mais voilà, avec un cadre de travail, avec des obligations pour les joueurs. Hein, c'est pas que la séance d'entraînement, il y a beaucoup de travail avant, après, et beaucoup aussi de travail invisible, ce qu'on appelle le travail invisible, hein, de soins et de sommeil, et puis tout le travail vidéo pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions, à la fois pour corriger et pour mettre en confiance. Et pour revenir, tu parles justement de ton époque où tu étais joueur. Qu'est-ce que tu penses qui a évolué positivement ou alors au contraire que tu regrettes par rapport à ton époque aujourd'hui sur le terrain? Oh, j'ai vraiment pas envie de faire le vieux con à parler de mon époque. Non, mais Non, mais est-ce franchement, qu'il y a un truc qui t'a ça marqué a tellement évolué que moi, je te dis, c'est-à-dire que c'était tout le monde à la même enseigne. C'est-à-dire que le joueur qui était petit ou le mec qui faisait 2 mètres, le garçon qui avait des cuisses ou pas de cuisses, les mecs qui allaient vite ou qui allaient pas vite, tout le monde travaillait de la même façon. Donc, je trouvais ça, c'était une aberration. C'était une aberration quand on voit le travail aujourd'hui effectué par toute l'évolution du football à ce niveau-là, c'est monstrueux. J'aurais tellement aimé faire les séances d'entraînement ou la prépa athlétique d'aujourd'hui pour être plus performant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs sont beaucoup plus performants. Sur l'aspect athlétique, sur l'aspect technique, tout est puissance 10. On allait à 2 à l'heure, nous. Hein. Non, mais c'est vrai, le jeu à 2 à l'heure. Vous vous rendez pas compte. Il faut vraiment être au quotidien et proche des joueurs et proche du terrain pour voir l'intensité qu'il y a en Ligue 1. Je pense que les gens sont pas conscients de l'intensité parce qu'ils ne sont pas proches du terrain. Je dis pas, mais quand on voit un match à la télé, c'est complètement faussé. Lorsqu'on voit un match d'en haut d'une tribune, c'est complètement faussé. Vraiment, quand on est au bord du terrain, quand on vit le match à 2 mètres du joueur, il y a une intensité qui est vraiment grande. Et je tire un grand chapeau aux joueurs parce que d'enchaîner les matchs comme ça, avec cette intensité-là de haut niveau, et encore plus pour les joueurs qui font de la Coupe d'Europe, hein, les clubs de haut tableau qui font la Coupe d'Europe,
je me demande comment ils arrivent à se ressourcer, que ça soit sur le plan physique ou le plan mental. C'est vraiment des joueurs c'est vraiment du top niveau, quoi. Voilà. Même si je sais que certains sont décriés, même des joueurs de Ligue 1, mais je peux vous dire qu'en termes de travail, pour avoir l'intensité de la Ligue 1, il faut vraiment bosser. Ouais, effectivement, c'est vrai, l'enchaînement des matchs, le rythme des matchs actuellement pour les clubs qui jouent l'Europe, on a vu cette saison en Ligue 1 des ajustements, même pour certains clubs, parce que il y avait un tel enchaînement de matchs qu'on voulait prioriser certaines compétitions par rapport à d'autres. Donc je comprends cet aspect-là. Et pour le coup, ça m'a rappelé un petit peu pendant quand on jouait les stades vides, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient rendus compte de l'intensité des propos. À quel point les joueurs se parlaient en continu, en continu, en continu sur le terrain. C'est vrai que c'est quelque chose dont on se rend pas compte, d'autant plus à Auxerre où il y a du bruit dans le stade, et c'est tant mieux. Mais sur le terrain, les joueurs sont en perpétuelle communication, et ça, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte, soit quand on n'a pas forcément joué au foot, soit quand on est au stade et qu'il y a un bruit d'enfer. Mais c'est vrai que c'est plein de choses qui sont complètement impressionnantes. J'ai une petite question qui vous fera peut-être rigoler. C'est Max qui demande si vous deviez choisir entre Lassine Sinayogo et Serhou Guirassy à l'époque d'Amiens. Ah. Bon, les deux, ils ont du talent, c'est pas du tout les mêmes profils. Mais bon, oui, on a eu Serhou à Amiens et c'est. Bah alors, le point commun, déjà, c'est la mentalité. Ils sont tous les deux extraordinaires en termes de mentalité et en termes de jeu, c'est pas du tout le même niveau, le même jeu. Il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Lassine est plus dynamique que Serhou, mais les deux sont des. Serhou est déjà un grand joueur et Lassine va le devenir. Écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. S'il peut connaître la même carrière que Serhou Guirassy, c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Je crois qu'ils ont un autre point commun. Ah non, j'allais dire ils sont maliens tous les deux, mais il me semble que Serhou Guirassy est guinéen plutôt, je crois. Ouais, je crois aussi. Je crois que Serhou Guirassy Non, est ils sont pas dans la même sélection avec Serhou. Non, Non. non, non, ils sont pas dans la même sélection. Effectivement. Monsieur Sapiens, si t'as une petite question dans le chat, n'hésitez pas. Voilà, c'est le moment pour vous. On a fait à peu près le tour. On a parlé de la saison, des émotions vécues, de votre carrière un petit peu, mais c'était surtout le but, c'était de débriefer la saison vue de l'intérieur. Moi, j'avais Euh, une petite question quand même, c'est juste pour comparer par rapport à ton expérience, par rapport à tous les clubs dans lesquels ouais. tu as déjà pu passer. Est-ce que tu aurais un classement à nous faire? Oh non, surtout pas, non, surtout pas. Très honnêtement, j'ai pris du plaisir partout parce qu'en fait, et je reviens encore sur le côté humain, au-delà des résultats footballistiques, c'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires partout où on est passé. Et je pense que ce soit le coach Olivier Lagarde et moi, on se suit depuis 10 ans, on travaille ensemble depuis 10 ans et on a cette faculté à aimer les gens et à les côtoyer et à prendre du plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux aller dans toutes les villes où je suis passé et appeler quelqu'un et je peux aller dormir chez lui. Donc ça, c'est une belle marque de confiance et c'est là-dessus où en fait ce que je retiens le plus c'est pas les clubs forcément, c'est forcément les gens que j'ai côtoyés dans les clubs, les gens avec lesquels je suis resté ami, plus que les clubs qui m'ont marqué. J'ai connu des émotions de partout, j'en vis encore aujourd'hui à la GIA et je souhaite encore en vivre, mais on a vécu des émotions de partout parce que comme il est passé peu de temps sur les réseaux, on a fait voir le palmarès, on a connu des montées, on a connu des maintiens sur les dernières journées. Donc en fait, ce qu'on a vécu à Amiens, on l'a vécu ailleurs. Et c'est pour ça que je veux pas faire de classement parce qu'on a vécu des belles choses partout. Mais par contre, sur le plan humain, on a rencontré des gens exceptionnels partout et on est encore lié avec certains de partout. Et je sais pas qui, il y a sûrement des Amiénois puisque j'ai des questions sur les amis avec les Amiénois, voilà. Mais voilà, je pense qu'on a aussi le coach a marqué le club à Amiens et ouais, c'est aussi Nicolas Amiens et j'espère qu'il le sera aussi à Auxerre en vivant encore de belles choses avec la GIA. Jean-Marie, par contre, attention à la prononciation d'Auxerre, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis le seul du staff qui a du mal à le dire encore Je t'ai Auxerre. offert les Euh, lunettes pour que tu te retiennes. ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais non, Mais si ça peut te rassurer, je là-dessus, pense que c'est le seul truc qu'on peut te reprocher parce que enfin, je te connais un peu plus j'ai- personnellement, mais tout ce qu'il dit, c'est pas pour juste enfin, pour se faire valoir, quoi. C'est bon, vraiment quelqu'un on d'humain a passé l'âge. et, On a et c'est passé très l'âge de ça. agréable au quotidien. Il n'y a pas de barrière et c'est très cool de t'avoir ainsi que le reste du staff. Donc, j'en profite, même si Elliot l'a déjà fait plusieurs fois, mais merci encore pour l'invitation. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans le chat et autant de questions. Et voilà, merci et j'espère que tu seras encore longtemps au CERF. Bah, évidemment. C'est tout ce que
Ouais, ouais, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Après, voilà, il y a des décisions qui ont l'air qui seront sûrement prises dans les prochains jours. Et puis, eh bien, on verra. Ça fait partie aussi du football. Quand je vois qu'il y a un ami qui est Olivier Pantaloni, on est proche à Lorient, avec la saison qu'il fait et qu'il est mis dehors, c'est le football moderne, il paraît. Mmh. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut s'attendre à tout, même si on a là une grande volonté de rester. Mais voilà, il faut se préparer à tout, malheureusement. Et on souhaite vraiment, vraiment, vraiment rester à Auxerre. Mais voilà, on ne détient pas les tenants et les aboutissants des décideurs. Ouais, évidemment. Évidemment, en tout cas, c'est déjà enfin, très appréciable que vous positionnez vous sur vos souhaits, vos envies. C'est assez clair et je pense que ça permet de mettre fin au débat, en tout cas sur la partie staff, et c'est très très positif. On vous remercie évidemment pour ça. Sauf cas contraire, normalement, on va pouvoir clôturer cette très très belle émission. À part si vous avez des questions encore dans le chat, Bah, évidemment. s'il y a une ou deux dernières questions, parce qu'après, une fois que le championnat est repris l'année prochaine, Donc là, vous êtes en train de dire que la prochaine fois que vous venez, c'est après le maintien la saison prochaine. bah, j'espère qu'on restera à la GIA et qu'on aura un métier un peu plus facile. Et puis comme ça, je pourrais venir avant la dernière journée. La première, comme ça, c'est bon. C'est sûr que ça sera positif. Ah mais là on a débriefé la saison, peut-être Oui. qu'avant la reprise du championnat, on pourra débriefer la prépa ensemble, par exemple. Ah, évidemment, je blague, j'imagine en plus qu'à cette période, justement, par exemple, ça peut faire l'objet d'une question, la prépa à la JA, enfin la prépa globalement, quelles sont vos échéances, quand est-ce que vous essayez de reprendre l'entraînement, la charge de travail aussi, faut remettre tout le monde à niveau physiquement. J'imagine que vous avez des gros gaps entre certains joueurs qui ont travaillé, d'autres un petit peu moins. Comment vous préparez, vous travaillez sur cet aspect-là? Vous créez aussi l'aspect groupe pour la saison. Il y a des joueurs qui arrivent, d'autres qui partent. Vous devez renouveler un petit peu les pratiques, renouveler, enfin, faire fédérer les joueurs à votre discours. Comment vous organisez, vous, votre prépa avec Christophe Pellissier, avec Olivier Lagarde, avec tout le staff? De façon assez simple, hein, on reprend 6 semaines avant, tout le temps, tout le temps 6 semaines avant le début du championnat. Et puis on essaie de créer une osmose. Après, on a des méthodologies d'entraînement pour développer les joueurs, oui, qui arrivent, alors avec la Coupe du Monde en plus là cette année, il va y avoir des différents niveaux athlétique et charge de travail. Il y en a qui s'entraînent plus que d'autres l'été. Donc ouais, on fait une remise à niveau en fait, de façon individuelle. Et puis ensuite, on travaille sur le projet collectif, sur l'unité, sur nos valeurs, et sans cesse, on rappelle, et puis sur l'intensité des séances, sur ce qu'on va vouloir faire dans la saison. C'est un travail de longue haleine pendant un mois et demi. Souvent, quand le championnat démarre et on n'a toujours pas totalement fini la préparation indirectement, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent. Mais voilà, on essaie de créer une osmose, un esprit d'équipe, avoir voilà, fédéré, comme tu as dit tout à l'heure, fédérer et puis préparer au mieux l'équipe pour le premier match du championnat et surtout au-delà du premier match sur la durée. Voilà, donc on accumule beaucoup de travail pendant un mois et demi, une grosse charge de travail pour leur permettre d'être performants le plus longtemps possible dans la saison. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, surtout que c'est une période où il fait souvent très chaud, c'est des conditions particulières, j'imagine. Il y a quelqu'un qui demande si, voilà, il y a eu stage à Vichy, etc. Vous aimez bien faire une semaine, 10 jours peut-être, en dehors des installations du club, changer, Ouais. finir par un match amical, on va dire un peu plus, contre une équipe un peu plus costaud? Oui, oui, après c'est notre méthodologie. On préfère partir, je crois, c'est tout le temps la troisième ou quatrième semaine, la quatrième semaine, je crois, où on part, parce qu'on estime qu'il y a plus de joueurs qui normalement doivent être arrivés dans le groupe. Donc on s'en va en dehors pour créer aussi du lien, c'est-à-dire vivre au quotidien, c'est-à-dire du matin au soir, voire même des soirées, des restos ensemble, des activités ensemble qui nous permettent de créer du lien beaucoup plus facilement et aussi de découvrir aussi les joueurs. Parce que quand on passe du temps avec eux, on les découvre un peu mieux. Et ça nous permet de voir les personnalités des joueurs et de mieux les comprendre aussi dans ces moments-là. Donc c'est des moments importants de la préparation, c'est de la préparation, mais aussi de la saison. Souvent, la saison se fait pendant la préparation, que ce soit pour le recrutement ou pour l'aspect athlétique ou tactique, ou pour l'aspect groupe. C'est-à-dire osmose de groupe, ça se fait souvent là. En fait, ta saison, elle se fait souvent là. Voilà, c'est le départ. Alors, de temps en temps, on arrive à rectifier, mais le départ dans les discours, dans les attitudes, dans les règles, que ça soit de nous ou des dirigeants, hein, c'est des moments très importants de la saison pour passer des bonnes saisons.
Non, c'est hyper intéressant. C'est vous qui déterminez les matchs amicaux, les adversaires que vous Ouais. souhaitez rencontrer? Non, nous, le coach donne à Christophe Grosso ce qu'on souhaite comme niveau d'équipe. Ok. Parce que c'est le niveau des équipes en fonction des matchs amicaux. Voilà, le premier match, ce sera toujours une nationale 2. Le deuxième, ce sera toujours une nationale, une Ligue 2. Voilà, après, on essaie d'augmenter au fur et à mesure le niveau. Et après, on aime bien avoir un match avec un club étranger. Et on aime bien faire aussi 2 fois 90 minutes pour que tout le monde ait le même temps de jeu. Parce qu'autrement, on peut avoir des reproches de joueurs. À l'époque, on avait un match à 90 minutes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, il y avait des joueurs qui avaient peu de temps de jeu finalement. Parce que lorsqu'on veut construire son équipe, et à un moment donné, on trouve un 11 de départ et on s'aperçoit qu'il y a peut-être 10 joueurs qui n'ont pas eu 90 minutes d'un coup. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un match contre une équipe où on fait 2 fois 90 minutes avec deux équipes différentes. Ça leur permet de pouvoir travailler 90 minutes et de ne pas dire, ouais, mais moi, j'ai pas eu 90 minutes. Si, tout le monde a eu 90 minutes et comme ça, on peut mieux juger les joueurs et on peut mieux préparer les joueurs. Voilà, ça a été le changement ces dernières saisons. C'est ce qu'on fait depuis 2 saisons et qui marche plutôt bien. Et les joueurs en sont satisfaits parce que ça leur permet d'avoir du temps de jeu. Ouais, effectivement, surtout que généralement vous avez un groupe élargi quand même pour la prépa. Vous faites rentrer des jeunes, il y a aussi les joueurs C'est qui ça. reviennent normalement en forme, il n'y a pas trop de blessures. Bon, cette saison, Brian Oko s'est blessé et il va subir lui pour le coup une prépa difficile. En tout cas, je vous remercie sincèrement encore une fois. Euh, je vois, enfin, il y a eu plein de très bonnes questions dans le chat. Merci à ceux qui ont posé des questions intéressantes et pertinentes. Je vous remercie pour ça. J'en profite pour vous témoigner tout mon respect pour cette saison et pour les très belles saisons que vous avez fait, en espérant évidemment que vous serez encore là avec nous pour pouvoir venir débriefer le maintien de la saison prochaine. J'espère que le soutien que vous recevez vous fait chaud au cœur. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie sincèrement. Et si jamais vous avez un petit créneau pendant la prépa, la saison prochaine ou quoi, surtout n'hésitez pas. Un petit message à M. Sapiens, on s'organise ça. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Et je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent d'avoir répondu présent, d'avoir répondu positivement à l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai pris énormément de plaisir parce que j'aime communiquer, j'aime évoquer le football et cette passion qu'on a, le staff et moi particulièrement du football. Je suis un grand passionné, donc je vous remercie vraiment pour l'invitation et je pourrais répondre à n'importe quelle question sans aucun problème. Et simplement vous dire, quelles que soient les décisions qui seront prises dans les prochains jours, je finirai là-dessus, je dis simplement allez Auxerre. Et, et voilà. Donc, parce que c'est un très beau club, une très belle institution, et vous pouvez être fier aussi de continuer à le faire vivre comme ça. Voilà. Bah, Je vous écoutez, souhaite en une tout bonne cas, soirée à tous, et puis merci, et puis à très vite pour tout le monde. merci beaucoup. Merci Bonne, beaucoup, bonne soirée à Jean-Marie. vous. Merci, merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup.